Créer de la valeur dans le football, comment évaluer les clubs et leurs actifs? Bruno Belgodère, bonjour. Bonjour. Bruno Belgodère, j'essaye de ne pas faire erreur, co-dirigeant de Première Ligue, organisation professionnelle des clubs de Ligue 1. J'ai bon? En fait, on est l'équivalent du MEDEF, pour faire simple. Équivalent du MEDEF pour le football. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Henri-Philippe, bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'École des Ponts Paris-Tech. C'est ça. Et associé chez Accuracy. Et donc cet ouvrage, coécrit avec Franck Bancel, de SCP Europe. On peut créer de la valeur dans le foot, alors c'est vrai que mêler football et finance et création de valeur... Quand la finance rencontre le football. C'est pas complètement intuitif, je suis d'accord. Les trois auteurs ont trois points de vue, trois partis pris différents. Donc Bruno est un spécialiste et un acteur du monde professionnel du football. Franck Bancel est un professeur de finance. Pour ma part, mon métier, c'est plutôt de conseiller les entreprises, conseiller les dirigeants dans leurs décisions financières. Donc trois points de vue différents qui regardent le même objet. Le football, on en parle tous les jours, on regarde les matchs. On en parle aussi souvent de plus en plus d'un point de vue économique et financier. On voit des fonds d'investissement qui s'intéressent au football. On parle de droits télévisuels qui représentent plus d'1 milliard, 1,2 milliard pour les prochaines saisons. Donc on parle de montants qui commencent à être importants. C'est un univers économique qui se professionnalise et dans lesquels parfois on a l'impression, on a le sentiment que les décisions ne sont pas toujours rationnelles d'un point de vue économique et financier. Donc l'objet, c'était de regarder avec ce prisme-là, d'essayer de comprendre les mécanismes à l'œuvre. D'appliquer les outils aussi de la finance à la rationalité de l'investissement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve en levier de création de valeur, voilà, pour créer Alors aujourd'hui, de la valeur. les principaux produits des clubs de football, c'est les droits audiovisuels, la billetterie et tout ce qui est merchandising. Tout ça autour de l'actif joueur star en fait. On est comme maintenant une économie d'entertainment. On a besoin de stars, comme les blockbusters ont besoin de stars pour se vendre. Nous, c'est pareil, on a besoin de stars. Et autour, on a la même économie, c'est-à-dire les droits audiovisuels. Historiquement, c'était les télés qu'on connaît tous qui nous diffusaient. Maintenant, on arrive avec des acteurs comme Amazon qui diffusent du football en Première Ligue, Facebook qui diffuse la Champions League en Asie. Donc une mutation des acteurs de l'audiovisuel, des recettes billetterie autour de stars ultra modernes. On a en France notamment, mais partout en Europe, des nouveaux stades qui se sont construits, tous connectés, Wi-Fi, 4G, demain 5G. Et puis tout ce qui est merchandising, peut-être que vous avez des enfants, je ne sais pas, mais tous nos enfants maintenant rêvent d'avoir le maillot de Mbappé, de Pogba. Et voilà, et c'est des maillots qu'on vend extrêmement bien. Donc en fait, on est devenu une économie d'entertainment, tout du moins pour les grosses franchises, les gros clubs. Et puis pour les clubs plus comment dirais-je, moins importants, qui sont plus dans l'économie locale, eux, ils sont beaucoup sur le trading joueur. Donc la vente de joueurs, la vente de talents aux plus gros clubs. Donc le centre de formation. Le centre de formation, très important. Repérer les talents et pouvoir les vendre à des plus gros clubs français ou européens, puisqu'on est devant un marché complètement mondialisé depuis le début des années 90, depuis ce qu'on appelle l'arrêt Bosman, en fait, qui a libéralisé le marché du travail. C'est-à-dire qu'un footballeur brésilien peut aller travailler n'importe où dans le monde, un footballeur anglais peut venir demain en France travailler. Il n'a pas besoin de parler de la langue ou d'avoir un diplôme, il faut du talent. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a une économie très locale, le Club de Lorient, qui est finalement dans un environnement extrêmement international, sans pouvoir utiliser les leviers d'international. C'est-à-dire que j'ai une usine qui me coûte trop cher en France, je vais la délocaliser, c'est impossible. Lorient sera toujours à Lorient. Donc on a cette espèce d'ambivalence entre je suis quand même une activité très locale, face à un marché très international où le joueur, le salarié est roi, il part, il vient, il s'en va, selon ce qu'on lui va lui proposer comme salaire. Et puis, on a l'émergence de clubs qui commencent à être des marques extrêmement internationales, l'équivalent des grandes franchises nord-américaines. On peut citer Paris, Real, Barça, qui eux, maintenant, voient leur marché, c'est plus un marché local, c'est un marché international. C'est quand je vais me vendre en Asie, quand je me vends en Amérique du Sud, quand je me vends en Amérique du Nord. Voilà, mais toujours autour de ces produits-là. Quand on applique le raisonnement, effectivement, les contrats des joueurs, par exemple, ça fait partie de l'actif, etc., etc. Le football, c'est un des rares endroits où effectivement, vous avez un être vivant qui est activé au bilan de l'entreprise. Donc dans l'agriculture, ça arrive aussi, dans les parcs zoologiques, ça arrive aussi, et dans le football aussi. Voilà. Aucun rapport entre les trois, mais bon. Très segmenté quand même, parce on se doute qu'entre le top, voilà, au niveau de la Ligue 1, et ceux qui sont au bord de la descente,
Ah, on est dans dans une industrie de clubs où c'est pas forcément les mêmes stratégies, les mêmes leviers de création de valeur, non? Et la performance financière, autant on arrive assez bien à faire un lien entre budget, taille du budget et performance sportive. Alors c'est peut-être un peu triste pour tous les amateurs de sport, mais il y a un lien qui est très net. Pour parler statistique, il y a une corrélation qui est extrêmement forte. La régression, elle marche très bien. S'agissant de la performance financière, là, c'est plus difficile. On est dans un univers où vous avez des acteurs qui ont une rationalité qui n'est pas forcément une rationalité économique et financière. Ou en tout cas, si vous considérez que la valeur, c'est un ensemble de cercles concentriques, la valeur du club, c'est une partie de la valeur. Ensuite, vous avez une valeur qui est une valeur pour celui qui détient le club. Ce n'est pas juste une valeur financière, ça peut être typiquement, vous êtes un pays moyen-oriental et vous cherchez à avoir un peu de soft power via un club de football, c'est tout à fait possible. PSG, Qatar. Et puis, vous avez aussi une valeur encore plus large, qui est une valeur sociétale, parce que comme le disait Bruno à l'instant, vous avez un club qui est ancré dans une collectivité, dans une zone géographique, dans une métropole, apporte à cette métropole. Donc il y a de nombreuses parties prenantes qui ont un intérêt, et on n'est pas juste dans la seule valeur financière. La valeur partenariale est aussi quelque chose qu'il faut mesurer, et qui est beaucoup plus difficile à mesurer que la simple valeur financière. C'est ça qui fait que les clubs de football sont si difficiles à évaluer. Un des grands intérêts de l'ouvrage, c'est d'appliquer les outils de la finance à la question de la création de valeur dans le football. Et en bon financier, vous allez jusqu'à envisager la faillite. Donc sans dévoiler trop l'ouvrage, mais vous proposez des scénarios et vous dites faire des choix stratégiques aussi, ça suppose de faire un pari sur probabilité qu'un scénario plutôt qu'un autre se réalise. Alors, on a tracé effectivement plusieurs scénarios possibles. Alors le scénario de faillite, je ne pense pas qu'il soit le plus probable. Il est mentionné. Et mon camarade de droite risque de m'écharper si jamais j'appuie trop. Civilisé. Mais effectivement, le football a devant lui, en France en tout cas, de belles perspectives liées au droit audiovisuel qui ont très fortement progressé. Donc ça, c'est bien. En revanche, il y a des difficultés qui peuvent survenir. C'est que le football est en concurrence avec, en tout cas en France, avec d'autres ligues. Le téléspectateur, il va regarder aussi Première Ligue, il va regarder peut-être le football espagnol, peut-être le football allemand. Le spectateur, il va aussi peut-être regarder d'autres sports. Donc je suis en concurrence également avec d'autres sports. Le spectateur, il va aussi regarder peut-être des séries télé. Donc je suis aussi en concurrence avec Netflix. Et puis un point aussi qu'on oublie parfois, c'est que si on veut vendre les droits de Première Ligue en Chine, les matchs à 20h30, ça va être compliqué en direct. Parce que c'est pas certain que le téléspectateur chinois se lève pour regarder le match. Donc on a ça aussi à gérer, et il y a probablement des évolutions sur lesquelles j'imagine que nos amis doivent réfléchir. Ils réfléchissent. On peut rien dévoiler, mais oui, on réfléchit à toute évolution possible, attirant plus de revenus, évidemment. Les horaires de match sur le prochain cycle de droits audiovisuels, on vend des droits sur 3 ans, par exemple. On a décalé effectivement nos horaires de match le dimanche en début d'après-midi pour parler au marché asiatique, puisque c'est des nouveaux marchés de croissance, en fait. Puisqu'au bout d'un moment, notre marché local est un peu saturé, et donc il faut aller voir à l'extérieur. Donc il y a toutes ces innovations-là. On fait beaucoup d'innovations sur le digital, parce que nos consommateurs, et notamment tous les millennials, ces familles millennials, on les regarde un peu bizarrement parce qu'on ne sait pas trop comment ils consomment. Donc on essaye de s'adapter avec des nouveaux formats de consommation sur tout ce qui est digital. Donc on travaille beaucoup sur ces axes-là. Après, il y a ces rumeurs de ligues fermées ou semi-fermées. Voilà, on pourra peut-être y arriver un jour, on l'écrit dans le livre, notamment ça intéresse les très gros clubs européens et surtout les clubs qui ont des problématiques dans leurs marchés locaux. Je pense notamment aux clubs italiens qui ont un marché compliqué, puisqu'il y a un marché qui est très saturé. Et la Juve, je prends l'exemple de la Juve, parce que c'est elle qu'on cite souvent, se dit moi peut-être que mon marché c'est plutôt toute l'Europe. Et elle peut être sûre que si tous les week-ends elle joue contre Liverpool au Paris, elle va remplir son stade. Après, comme ce qu'on disait en introduction, on a plusieurs paramètres, on reste très local. Quand même, il faut faire attention à ça, avec une grosse emprise sociétale. Donc il n'est pas sûr que finalement les supporters vont suivre ça. On sait que par exemple qu'en Allemagne, les supporters des clubs allemands préfèrent regarder le match de championnat le week-end que la Champions League.
Donc il y a ce paramètre-là. Après, on a eu plusieurs aussi, dans le passé, expériences qui n'étaient pas forcément très bonnes sur le fait de resserrer beaucoup. Il y a moins de suspense, et comme ce que disait Henri, on a beaucoup de concurrence, on a Netflix, on a Amazon, etc. S'il y a moins de suspense, les gens vont aller voir ailleurs. Donc il faut trouver le bon équilibre. Aujourd'hui, la Champions League est quasiment unique fermée. Et donc, est-ce qu'on va passer à un nouveau stade fermé encore plus, aux dépens peut-être des marchés locaux? Donc c'est très très compliqué. Et nous, Français, on regarde beaucoup parce que c'est pas sûr que ce soit à l'avantage de tous nos clubs d'être trop fermés en fait. On est passé à l'ère de l'entertainment. Forcément, on pense à des analogies. Enfin, on a l'impression là d'avoir, finalement, c'est un révélateur. Quand on écoute Bruno, on se rend bien compte que les clubs de football sont devenus une industrie sportive, de spectacle sportif. Mais ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a fasciné en regardant ce sujet-là, c'est qu'on peut tirer, on peut faire des analogies, mais le football est un élément qui exacerbe un certain nombre de thématiques, mais qui ne sont pas propres au football. Vous avez affaire à une économie de stars. Vous avez affaire à une économie d'extrême. La moyenne n'a plus de sens. Lorsque vous regardez les contrats de joueurs, regardez la moyenne, ça n'a aucun sens. Vous avez affaire à une économie où les parties prenantes ont un impact extrêmement important sur la valeur. Et enfin, vous avez affaire à une économie fondée quasi exclusivement parce qu'on a quand même les stades, mais quasi exclusivement sur de l'immatériel. Et ce qui est intéressant dans le football, c'est que tout ça est très exacerbé. Ce qui fait que c'est compliqué à évaluer, c'est compliqué à comprendre comment on crée de la valeur. Mais je pense qu'on peut aussi regarder, grâce au football, un certain nombre d'autres industries confrontées aux mêmes problématiques, et puis, avec cet exemple un peu caricatural, en tirer quelques leçons. Les écoles, la formation, les grandes écoles, au hasard. Non, mais ou plus largement, l'industrie du luxe, le rôle des directeurs artistiques dans les grandes maisons de luxe. Lorsque vous traitez de l'économie des extrêmes, on peut penser au lancement de nouveaux parfums, au lancement de nouveaux produits. Il y a des choses, des analogies à prendre. On parle depuis quelque temps du statut des entreprises qui doivent refléter le bien commun. Les clubs de football ont un ancrage local, ont un rôle sociétal depuis longtemps. Allez discuter avec un dirigeant de club de football, il vous parlera de sa relation avec la collectivité, avec le député. Donc il y a quelque chose qui existe là, et dans ces exemples, alors certes qui peuvent être très extrêmes, je pense qu'il y a des conclusions qu'on peut tirer valables dans de nombreuses industries. Créer de la valeur dans le football et donc probablement aussi dans d'autres industries pour poser cette question, pour évaluer les clubs ou les écoles au hasard et leurs actifs. RB Édition, merci de votre venue. Merci. Merci.